Il est 19h50. Bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Une scène affreuse, abominable et à la fois troublante hier en Bouddha. Dans la région de l'Ouest Cameroun, un présumé cannibale mis aux arrêts après avoir donné la mort à un jeune homme et dévoré une partie de son visage. L'histoire ne cesse de susciter des interrogations au sein de la population depuis hier. Pendant que les uns parlent de pratiques de sorcellerie, d'autres évoquent une affaire de cannibalisme. On en reparle dès l'ouverture de ce journal. Cependant, les familles continuent de porter le deuil au quartier Lokpom à Douala, elles qui ont perdu 4 enfants dans un incendie hier soir. Le feu est parti d'une marmite oubliée sur un réchaud. Les parents encore sous le choc sont internés dans un hôpital de la métropole économique. Et puis les pleurs des commerçants du marché central de Douala, 24 heures après le déguerpissement dont ils ont été victimes. Ils sont toujours à la recherche d'un lieu de recasement. Cependant, le port autonome de Douala fait sa toilette. La première phase de l'opération d'enlèvement des épaves a été lancée ce jour. Une action qui permettra de rendre le port plus compétitif et plus performant. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Commençons par cette scène de braquage qui a eu lieu ce jour à Douala. Des populations de BP Cité ont donc vécu une scène terrifiante. Des braqueurs en plein jour qui sont venus justement s'attaquer à une quincaillerie du coin au quartier BP Cité précisément. Un groupe de 9 présumés braqueurs qui vraisemblablement s'apprêtaient justement à passer à l'action dans une station et certains commerces de ce carrefour très réputé de la ville de Douala ont été stoppés avant l'acte par des éléments du groupement territorial de gendarmerie du Vouri. Un échange nourri de coups de feu entre les présumés malfrats et les éléments de la gendarmerie ont permis de mettre la main sur 7 de ces mises en cause, sur qui des armes à feu et des armes blanches ont été saisies par des éléments du groupement territorial. Une action de la gendarmerie menée grâce à la vigilance d'un agent en civil qui se trouvait sur les lieux et qui a eu le bon réflexe d'alerter sa hiérarchie. Je vous propose à présent d'écouter un témoin de cette rocambolesque scène. Il s'exprime au micro de Roméo Nanko. Oui, dimanche passé, à ma grande surprise, le matin, je viens ouvrir la boutique. Je trouve qu'ils sont passés par derrière. Ce matin, j'étais surpris de trouver 2 jeunes hommes assis toujours à côté de ma quincaillerie. Assis à côté de ma quincaillerie. Moi, je suis parti payer ma bière. Là où je n'ai pas payé la bière, à côté de moi, il y avait 3 bandits. Je ne savais pas. Subitement, je vois la gendarmerie venir. Je comprends pas. Je vois le gars se lever, je vois la main sur lui. Le coup de feu partout. Hein? On est vraiment surpris. Mais pour finir, on encourage le gouvernement pour le travail, qui nous élève tous les bandits, tous les boutiques qui sont dans ces rues. Et tout est cassé. On a cassé toutes les boutiques. En une semaine. On a arrêté l'autre à la Quintini, un enfant de 13 ans qu'on a arrêté taper. Il est à la Quintini. Il faut vraiment que le gouvernement prenne force. La sécurité. Merci. 4 morts, c'est le bilan d'un incendie ravageur qui s'est produit la nuit d'hier au quartier Lokpom à Douala. Une marmite oubliée sur le réchaud à gaz est à l'origine de flammes ayant calciné les enfants d'une même famille. C'est dont l'âge varie entre 7 et 10 ans. Les parents sous le choc sont internés dans un centre hospitalier de la place. Robert Chalitok et Guy Fotso. C'est ici, sur ce lit réduit en cendres, que les corps des 4 enfants calcinés par les flammes ont été retrouvés. Nous sommes au quartier Lokpom à Douala. Des 3 appartements envahis par les flammes, rien n'a été sauvé. Les images parlent d'elles-mêmes. Les flammes seraient parties de la cuisine où le géniteur des enfants, brûlé vif, aurait laissé une marmite sur les flammes de la plaque à gaz. L'homme avait faim, il a voulu mettre la marmite au feu. Il a mis la marmite au feu, la femme était accouchée. Il a voulu chauffer la nourriture, il a mis la marmite, il a oublié. Puisque c'est quand il dit, son avant-dernier, même le suit, il dit qu'il veut dormir avec sa maman. Plus de 2 fois, il part dans la chambre, il le chasse. C'est là où il ramène l'enfant ici, il met dedans, il ferme la porte. Il bloque les enfants ici, dans une seule chambre. Que de rentrer avec un enfant. Arrivé au lit, le sommeil l'a emporté, il a oublié qu'il a mis quelque chose au feu. C'est comme ça que la maison a pris feu maintenant. Même l'orifice créé sur le mur pour sauver les enfants dont le Benjamin était âgé de 1 an 4 mois s'est avéré vaine tentative. Les parents, quant à eux, sont sauvés de justesse par le voisinage. Je prends la route pour la fenêtre de la chambre de l'homme.
Il fallait maintenant que je m'en vais là-bas, je cherche à sauver certaines personnes à partir de là-bas, en croyant que toute la famille devait être dans sa chambre. C'est là où je casse sa porte, sa fenêtre, pour le remettre dehors. Je constate qu'il n'y a pas d'enfant. Je force jusqu'à le balancer en bas. J'escale maintenant pour entrer dans la maison, en croyant que pour entrer pour sauver les enfants. Il n'y a plus moyen, il n'y a plus d'accès à entrer au salon. Je descends, je reprends le dehors pour qu'on passe par, on commence par les murs, à fracasser les murs pour entrer. On casse les murs, il n'y a plus moyen d'entrer à la maison. Donc c'est là où maintenant on attend les sapeurs-pompiers. Les sapeurs arrivent, c'est toujours par la même fenêtre où j'ai sauvé les parents que les sapeurs aussi sont entrés. Essayer d'éteindre le feu fatigué, parce que le feu était que dans cet appartement, il n'y avait pas encore pris tout à la maison. Bon, le temps d'éteindre, il n'y avait pas moyen, puisqu'il avait lui-même doublé encore la porte en fait ici, c'était bloqué, toutes les portes étaient verrouillées. Donc ça avait les forces qu'on a même pu casser la porte pour même sortir le corps des enfants. C'est quand les gens sont venus qu'on a même cassé les portes. C'est là où maintenant toute la maison a pris tout feu. Donc personne n'est sorti avec quelque chose. Personne. Donc tous les 4 enfants là sont morts sur le même coin, étouffés. Difficile d'identifier les enfants traumatisés et dans un état de choc. Les parents, quant à eux, sont conduits dans ce centre hospitalier. Psychose dans la ville de Mbouda depuis hier, où un jeune homme de 21 ans a commis un acte effroyable présenté comme un malade mental. Il a tué un autre jeune homme âgé de 17 ans et s'est livré à un acte de cannibalisme avant d'être surpris par les voisins. Les éléments de la gendarmerie nationale l'ont appréhendé. Une enquête a été ouverte, mais la piste d'un sacrifice occulte est avancée par les populations au regard des propos et des agissements du meurtrier. Julio Trésotano était sur les lieux. Voici son reportage. Le corps de Jordan, 17 ans, en train d'être transporté par les siens. Il vient d'être traqué comme un animal et tué par le nommé Francky, 21 ans, au quartier Bameshingeville dans l'arrondissement de Mbouda, département des Bamboutos, région de l'Ouest Cameroun. Une scène digne d'un film d'horreur, car le meurtrier, ici maîtrisé par la gendarmerie, a bouffé le nez, la langue, la bouche ainsi que le téléphone portable de sa victime avant de faire l'aisselle sur sa dépouille. Au moment où il a été surpris par les voisins. Mais que s'est-il passé au juste? Un témoin qui a préféré garder l'anonymat raconte les faits. Vendredi soir, oui, ses parents l'ont amené ici. Question de le faire délivrer. Il est arrivé là, on l'a enchaîné. On attendait qu'il se confesse d'abord avant qu'on fasse la prière sur lui. Bon, hier, on a amené tous les chaînes qu'il avait sur lui, les alliances qu'il a signées avec tous ces démons diaboliques qu'il attendait. Bon, jusque-là, il n'avait pas toujours fait signe. C'est là où on lui a donc enchaîné, on lui a mis là-bas derrière. On devait lui punir pour qu'il ne mange pas, pour qu'il puisse confesser, on prie pour lui. Subitement, ce matin, il a escaladé la barrière étant enchaîné. Lorsqu'il escalade la barrière, il était question que bon, on essaie de l'arrêter. On évoque alors une piste mystique, car selon les déclarations du meurtrier avant son arrestation par la gendarmerie, il remplissait des conditions imposées par une loge à Fouman, où il était étudiant à l'Institut des Beaux-Arts. Il est passé par un trou de la barrière pour aller dans les maïs là derrière. Il a pris le porc. On a refusé le porc. Pour sacrifier, on a refusé. Il a pris aussi le chat, on a encore refusé. C'est là où le garçon venait, il s'est caché. Il lui a pris par l'acheter. Il est déjà au sommet de tous les musiciens maintenant, puisqu'il a réussi sa condition. C'est ça que lui-même il était en train de révéler. Les informations, le criminel est âgé de 21 ans et successeur de son défunt père, notable à la chefferie Bameshingé. Jordan, qui a été froidement tué, était de Bacham, un malade mental dont la guérison était déjà presque assurée, mais malheureusement, il s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, sacrifié comme une bête. Une enquête est ouverte et la peur règne dans le département des Bamboutos depuis ce dimanche 3 juin 2018. Formidable histoire. Un homme kidnappe son neveu de 3 ans et demi, exige le paiement du rançon de 4 millions de francs CFA avant sa libération. Mise au parfum, la gendarmerie nationale, dans une opération musclée, a pu libérer l'enfant en question et mis aux arrêts l'oncle et les ravisseurs qui étaient dans le coup. Walter Bertrand et Dimitri Kuaté nous racontent les faits.
Ouf de soulagement, fin de cauchemar pour Ba Jean-Bernard, enseignant à l'université de Tchang. Son fils, le petit Ba Aaron Divine, 3 ans et demi, qui a été enlevé jeudi dernier, a été retrouvé sain et sauf au tréfonds de Bamogoum, à 10 km de la ville, dans une hutte de fortune autour d'un feu, tout sale, malheureux et dépaysé. Ses ravisseurs, Benaoussi Serge, 28 ans, Djumbessi Patrice, 32 ans, parmi lesquels son cousin, ont été cueillis à froid par les éléments du Bureau spécial des recherches et des enquêtes criminelles, groupement de gendarmerie territoriale de Bafoussam, sous la houlette du lieutenant Adolphe Bellec. Le commanditaire, oncle de l'enfant, après le kidnapping, réclamait une somme de 4 millions de francs CFA. En cas de non-versement, l'enfant devait être tué. Entre 12h30 et 19h, on avait déjà l'enfant sous la main. Pas seulement l'enfant, mais les ravisseurs, parce que c'est des rares cas où on réussit à prendre au même moment l'enfant, les ravis et les ravisseurs. Ça, je suis venu vraiment, une fois de plus, saluer le professionnalisme et le dévouement des éléments de la gendarmerie qui, vous êtes dans la ville, depuis un certain temps, nous font vraiment un travail formidable. Et le kidnapping, ça ne passera pas, il faut que les gens comprennent. Et nous comptons sur la population pour nous aider. Vous savez, on a des professionnels, on peut faire beaucoup de choses, mais les populations ne nous aident pas dans des pareils cas. Dès qu'on saisit les parents, ils sont pressés de donner la rançon. Ne donnez pas la rançon, faites confiance aux forces de médecine de l'ordre et vous allez voir les résultats. Bon à savoir, ce commanditaire a séjourné pendant 6 mois, hébergé par le père de l'enfant. Après avoir déambulé en Europe, il était de passage au Cameroun. Près de 48 heures après les casses perpétrés au marché central de Douala par la communauté urbaine, les commerçants déguerpis restent dans l'attente. Ils rôdent pour la plupart dans le marché dans l'espoir qu'une solution alternative leur soit proposée. Certains d'entre eux sont d'ailleurs déterminés à poursuivre leurs activités commerciales sur le dit site. Vanessa Kamdem et Marius Kosso pour les détails. La voie est désormais libre pour les automobilistes. Ils peuvent rallier le carrefour Anatole et le rond-point marché central sans effectuer le détour. Les comptoirs de fortune qui occupaient cet axe depuis près de 10 ans ont été détruits par la communauté urbaine de Douala. Quant aux commerçants désemparés, ils passent leur journée assis ici à espérer, à attendre que le gouvernement revoie sa sentence. Ça nous plaît comme la route passe ici, mais on nous laisse au moins. La route passe, on ne peut pas occuper la route. On ne peut pas occuper. On fait qu'on nous laisse le passage là. Rien que là, en face là, pour qu'on puisse mettre même la bâche pour vendre. Parmi les déguerpis, il y en a qui s'obstinent à continuer leurs activités malgré tout. Ceux-là installent leurs marchandises sur les murs du marché et les trottoirs. D'autres se sont simplement convertis en commerçants ambulants postés à des carrefours, occasionnant de gros embouteillages. On a libéré la route. Après, maintenant, le président du marché a demandé qu'on nous casse le mur du marché, où nous sommes là-bas depuis plus de 15 ans. Donc je ne sais pas réellement ce qu'il veut de nous, mais nous savions que nous sommes les gens de la rigole et nous resterons là tant qu'il faudra que nous restons. Nous ne devions pas quitter là parce que le monsieur le délégué a demandé qu'on libère la route et non le parking. Au lieu de se rapprocher des commerçants, on passe à l'interview des passants qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas de quoi il est question. Un passant, un monsieur qui est en train de passer, on dit, est-ce que vous êtes content? Le monsieur dit qu'il est mécontent parce que les gens sont, attendez, entrez dans le marché, allez écouter les commerçants. Et les commerçants, à l'intérieur, payent les taxes, le droit de place, les impôts, les contrôles de prix, tout. Et aujourd'hui, je dis merci aux délégués du gouvernement. L'espace revendiqué aujourd'hui est un site qui avait été choisi pour le recasement temporaire des commerçants après l'incendie déclaré au marché central de Douala en 2009. Cependant, c'est le grand ménage également qui a débuté ce matin au port autonome de Douala. Les épaves de bateaux abandonnés sont retirées. Une première phase sous le regard du ministre des Transports. C'est une opération qui ambitionne de rendre le port autonome de Douala plus performant et plus compétitif. 25 épaves prioritaires seront donc retirées sur une durée de 8 mois. L'espace navigable se verra ainsi augmenter l'assiette des recettes élargies. Adjama Ramou et Stéphane Bina pour le reportage. Les premières épaves enlevées à la zone amont du port de Douala-Bonabéry sous le regard du ministre camerounais des Transports et celui du directeur général du port autonome de Douala.
25 épaves prioritaires concernées par la première phase du projet. C'est une nouvelle stratégie qui vise la performance, l'attractivité et la compétitivité. Nous, c'est l'exploitation optimale du port. Vous entendez souvent parler d'engorgement. L'engorgement, c'est une série de phénomènes qui commencent par la réduction des espaces d'accueil des navires et puis de traitement de la marchandise. Et l'opération qui est en cours est une opération vitale pour l'exploitation du port. Du quai Jetma jusqu'à la rive droite, une centaine de bateaux sont abandonnés par leurs propriétaires. Près de 3 km de quais affectés par l'encombrement des épaves, réduisant l'espace navigable avec effet néfaste. Économique, nous perdons des places à quai. Or, chaque place à quai nous rapporte de l'argent. Nous perdons aussi la fluidité de la navigation parce que une épave dans l'eau constitue un obstacle qui peut, où peuvent se heurter les autres bateaux. Nous perdons la sécurité, la pleine sécurité, l'entièreté, le contrôle entier de la sécurité de nos eaux, parce que chaque épave peut abriter des malfrats. Un bateau fonctionne avec des hydrocarbures. Donc forcément, ces hydrocarbures, même si ce n'est pas en grande quantité, il y a quand même un risque. On a un risque de déversement. Logiquement, le nombre de postes à quai augmentera, ainsi que les échanges qui élargiront l'assiette des recettes. On puisse améliorer la fluidité des opérations portuaires et cet enlèvement des épaves constitue l'une des phases qui va se poursuivre avec d'autres projets très importants. L'autocurage sera réactivé pour une réduction des coûts de dragage. La première phase, financée par fonds propres du port autonome de Douala, durera 8 mois. On parle d'éducation à présent avec le début des épreuves du brevet d'études de premier cycle qui auront lieu demain et les candidats effectuent les dernières révisions en ce moment. On en parle avec vous à Yaoundé. Alain Gislain Kanga, bonsoir. Bonsoir Michael Tipkio, bonsoir à tous. L'examen du brevet d'études du premier cycle option bilingue, présenté pour la première fois au terme de l'année scolaire 2012-2013, est un brassage du français et de l'anglais. Cette année, ils sont plus de 3000 candidats qui sont face aux épreuves depuis ce matin. Une occasion pour nos reporters, Brand Kamga et Luc Vendant, de nous faire découvrir le BEPC bilingue. Regardez. Cette jeune élève essaye de convaincre le jury exactement comme à une soutenance. Elle fait pourtant la classe de 3e, mais une 3e bilingue. Son examen officiel, c'est donc le brevet d'études du premier cycle peu ordinaire et presque inconnu du grand public, le BEPC bilingue. C'est un système à cheval entre le système francophone et le système anglophone. Il y a certaines matières qui sont complètement enseignées en anglais et d'autres en français. Ce qui fait que les enfants soient correctement bilingues. Le lycée général Leclerc de Yaoundé est à sa toute première expérience du BEPC bilingue avec 51 candidats. Il est différent du BEPC en français et du DCE Ordinary Level en anglais. La différence, c'est tout simplement déjà à la rentrée. Ces enfants ils passent un test de sélection pour donc faire partie d'une classe bilingue, ce qu'on appelle Special Bilingual Education Program. Tout part donc de la 6e, dite bilingue. Quelques lycées pilotes expérimentent ce système bilingue depuis quelques années. Certains en sont déjà au baccalauréat bilingue. La toute première épreuve du BEPC bilingue ce lundi est l'oral communication, une expérience particulière. Les examinateurs nous regardaient d'une façon pour nous décourager, quoi. Mais quand même, il suffisait d'être concentré pour passer. C'était facile, c'était là. Je me sentais dans mon élément parce que je savais que ce qu'on a fait en classe, tout est venu et je savais que je me suis bien apprêtée. La suite, c'est ce mardi avec les épreuves écrites du BEPC bilingue. Ils sont 3132 candidats sur l'ensemble du territoire national camerounais. À côté du BEPC bilingue, il y a le brevet d'études du premier cycle traditionnel qui débute ce mardi sur l'étendue du territoire. L'heure est à présent au dernier réglage et au coup d'œil qui sauve dans les cahiers pour ces candidats,
plutôt optimiste. La descente dans quelques centres d'examen présage une session bien préparée avec l'entrée dans le programme de l'épreuve d'informatique. Une fois de plus, Brand Kamga, Luc Vendor, reportage. La mine très serrée devant le babillard. 16 élèves candidats au brevet d'études du premier cycle session 2018 recopient le programme des compositions. Le coup d'envoi sera donné ce mardi 5 juin à 8h avec à l'entrée l'épreuve d'études de texte. Les candidats se disent fin prêts. Je suis d'abord venu au lycée, venu prendre mon récépissé pour ancrer, pour avoir accès au lycée. Maintenant à la maison, j'essaie un peu de réviser les derniers cours. Et je ne suis pas stressée. Et je me sens quand même prête pour le BPC. Oui, je suis sûre de moi qui vais réussir. Côté administration, le gros du travail est en cours. Au lycée Général Leclerc, au lycée bilingue de Coleton ou au collège Jean Tabi à Yaoundé, les feuilles de composition sont classées, le tableau des statistiques mis en place et les listes des candidats affichées. Tout est prêt à partir de la réunion préparatoire le matin avec le chef de centre, le chargé de mission et tous les surveillants de salle. Les salles sont prêtes, les listes sont affichées. On a tenu les réunions samedi, une réunion de formation. Et hier dimanche aussi, on a formé les surveillants de salle. On n'a pas eu de week-end. Il faut également numéroter les tables bancs pour faciliter la tâche aux candidats. Pour la session 2018, ils sont 262 134 candidats au BEPC, un peu moins qu'en 2017, 271 000. La nouveauté cette année au Cameroun, les candidats auront affaire à l'épreuve d'informatique, obligatoire pour la phase théorique et facultative pour la pratique. Et ces élèves font très souvent face à des tracasseries pour le paiement de leurs frais d'examen et de scolarité. Eh bien, cette époque est désormais révolue. Ils peuvent à présent effectuer ces paiements via Mobile Money. Le ministre des Enseignements secondaires vient de signer une convention avec les opérateurs de téléphonie mobile et quelques microfinances. Les détails avec Karel Mezatachouya et Michel Foucault. Il est désormais possible de payer les frais d'examen et de scolarité via le Mobile Money. Les deux principaux opérateurs de téléphonie mobile du Cameroun, Lacan Post et Express Union, paraphent ici le Memorandum of Understanding relatif avec la ministre des Enseignements secondaires, en présence de sa collègue de l'éducation de base et bien d'autres acteurs du secteur de l'éducation. C'est vraiment important parce que nous avons à plusieurs reprises enregistré de grosses pertes d'argent, 40 à 50 millions de francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Et on sait combien il est difficile pour les parents de réunir l'argent de pension et cet argent doit être sécurisé. Le mémorandum d'entente qui vient donc d'être signé va permettre de sécuriser les frais. La digitalisation du paiement des frais d'examen et de pension scolaire devient ainsi une réalité avec pour principaux avantages rapidité, sécurité et transparence. Nous remercions Madame le ministre des Enseignements secondaires pour cette innovation. Aujourd'hui, nous serons chez nous et on pourra inscrire nos enfants. Il y aura plus d'attroupement à l'entrée des intendants. On ne peut plus retrouver les enfants avec des reçus dans les salles de classe alors qu'ils n'ont pas de nom sur les listes. Le ministère en charge des enseignements secondaires, à travers cette innovation, veut assainir de manière significative le système éducatif au Cameroun. Une banque commerciale au Cameroun, c'est le projet que veulent mettre en place les autorités équato-guinéennes reçues ce jour en audience par le ministre des Finances. Louis-Paul Motazé et son homologue de la Guinée équatoriale ont discuté des modalités pratiques pour finaliser cette idée dans le pays ayant l'économie la plus importante de la sous-région. Plus de précisions avec Karel Mezatachouya et Serge Alain Zébou. Le patron des finances du Cameroun, Louis-Paul Motazé, échange ici avec les représentants de la Banque nationale de Guinée équatoriale. Ils veulent installer cette banque commerciale à caractère universel au Cameroun. Et pour avoir les modalités pratiques, ils sont allés s'abreuver à la bonne source. Nous sommes une banque
commercial et nous croyons que au niveau de notre sortie à l'extérieur, parce qu'on est bien installé en Guinée équatoriale, nous avons pensé à l'État camerounais parce que c'est l'économie la plus importante de notre sous-région et nous pensons que nous pouvons ici travailler pour agrandir toutes les possibilités d'investissement en Afrique centrale. Et donc nous avons eu la réunion avec l'autorité monétaire, qui est le ministre des Finances, qui a eu vraiment la gentillesse de nous recevoir. Et nous pensons qu'avec la réunion qu'on vient d'avoir, avec ses collaborateurs, ce dossier va connaître un essor rapide dans les prochains mois. Le représentant du gouvernement a dit être honoré pour le choix porté sur notre pays. The problem now is to see when they can settle in Cameroon. Il est maintenant question de voir quand et comment est-ce qu'ils vont s'installer au Cameroun. Ils sont en outre à la recherche d'actionnaires dans le secteur privé ou public. Nous avons la même banque centrale, cela va davantage faciliter le processus. Si cette banque existe déjà en Guinée équatoriale, ça veut tout simplement dire qu'elle a été acceptée par la COBAC, qui est le gendarme des banques. Donc nous sommes heureux du choix qui a été porté sur le Cameroun. Comme il est de tradition dans notre pays, les hôtes de Louis Paul Motazé ne sont pas rentrés les mains vides. Ils ont reçu des cadeaux en guise de souvenirs. Le week-end dernier a été marqué par une série de meetings du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, à Konolinga, Yaoundé, Batchenga et surtout Baganté ont vu les militants du parti au pouvoir faire foule. Le parti de Paul Biya est, comme vous le verrez dans cet élément, dans son schéma classique. Ghislain Pierre-Essonneau. Il y avait du beau monde samedi dernier à Banganté, Maroua, à Konolinga, Batchenga et Yaoundé. En scène respectivement, Marcel Nyandi Fendi, Kava Yege Djibril, Robert Kili, Galax Toga et Gilbert Timievuna. Tous ces meetings avaient une portée téléologique, à savoir appeler Paul Biya à ses portés candidats et le rassurer d'un soutien sans faille. Par effet boule de neige, sur la toile, situation identique ou presque de ces militants du SDF en faveur de Joshua aussi, comme l'ont fait hier ceux de l'Union démocratique du Cameroun UDC. Pour le cas particulier du parti au pouvoir, le contexte s'y prête. À l'indexation américaine sur la longévité au pouvoir de Paul Biya, il faut un contre-pied, fait d'émotion et appel à candidature pour montrer la popularité dont jouit le chef de l'État camerounais. Et derrière cette mise en scène, on voit un bouclier qui se forme autour de l'homme par l'enthousiasme et la légitimation du pouvoir du président candidat. Autant le dire, l'indiscutable victoire à l'élection présidentielle à venir oblige chacun à danser sur la place du marché politique. Dans ce sillage, il faut exister politiquement et auprès du chef. En tout lieu, c'est to be or not to be, exister ou ne pas être. Il faut se rendre possiblement nommable ou reconduisable à l'heure de la moisson au soir d'octobre prochain. Les meetings sont donc aussi une espèce d'antichambre. C'est le lieu de comprendre pourquoi, lors des motions et appels à candidature, il existe une hiérarchisation dans la signature. D'abord, celle des plus forts et gradés à la fonction gouvernementale, puis les directeurs généraux et autres directeurs, messieurs les directeurs. C'est aussi le lieu d'identification des personnels politiques, pas étonnant que les noms présents tiennent souvent à ce que soient mentionnés leurs noms, même si parfois certains noms en viennent à déranger. On le voit, la grand-messe sera bientôt tantôt dite, tantôt célébrée. Pour l'instant, place au concert que Peter Balleruine a peut-être trop tôt provoqué. La communication politique, elle, court au RDPC. À son chef, véritable patron de censurer tous ses appels. Et c'est pour bientôt, le reste sans changement. En culture, le plus grand rendez-vous du 7e art en Afrique centrale s'annonce. La 22e édition Écran Noir aura lieu du 14 au 22 juillet prochain à Yaoundé. Annonce faite hier par le comité d'organisation qui a présenté la sélection officielle ainsi que les innovations de cet événement dont l'objectif est de promouvoir et valoriser les cinémas d'Afrique et du monde noir. Delphine Fonkoutene et Hubert Nudje. 70 films sélectionnés dans plusieurs catégories pour la 22e édition du festival Écran Noir.
Dans la catégorie dédiée au Cameroun, on compte 7 films courts-métrages et 10 longs-métrages. On était parti sur 8 films, finalement, on s'est fait violence parce qu'on s'est retrouvé finalement avec 10 films qui, pour nous, avaient un intérêt, que ce soit au niveau de l'histoire qui était racontée ou alors au niveau de la qualité de ces films. 10 longs-métrages, 10 courts-métrages, 6 films documentaires, 5 films longs-métrages étrangers et 5 séries rivalisent d'adresse dans la catégorie compétition internationale. Cependant, dans le registre compétition africaine, 6 films longs-métrages, 6 films documentaires et 3 panoramas sont en concurrence. Le festival Écran Noir 2018 se veut particulier. La particularité d'Écran Noir 2018, c'est déjà la qualité des films. La qualité des films que nous recevons d'une année à une autre est de plus en plus récente parce que l'équipe de sélection, à chaque fois, essaye de mettre la barre haute au niveau des critères de sélection. Nous pouvons dire sans nous tromper que ce soit les films internationaux ou alors les films camerounais, ceux qui ont été choisis ne donneront pas beaucoup de facilité aux jurys. Ce ne sera pas évident pour le jury de primer les films parce que ce ne sont que des bons films et comme il n'y a pas de mauvais films, ce n'est que la différence qui sera faite. Après le marché du film lancé l'année dernière afin de booster la commercialisation des films, Écran Noir 2018 revient avec une autre activité. Cette année, nous avons une activité qui consiste à encourager les personnes qui désirent faire du cinéma, qui ont du talent et qui s'intéressent à l'actorat. Il est question de l'activité intitulée Miss Écran Noir qui est faite sous la conduite de Valérie Aïna qui l'année dernière était du jury. Cette innovation ainsi que la sélection officielle ont fait l'objet du point de presse des membres du comité d'organisation d'Écran Noir ce 3 juin à Yaoundé. C'est en prélude à la 22e édition de ce festival qui aura lieu du 13 au 20 juillet prochain à Yaoundé avec une décentralisation à Douala. Et la suite de ce journal en sport avec la MTN Elite One. On en parle avec vous, Michael Tipio. Bonsoir. Bonsoir Alain. Stop et fin effectivement de la 23e journée du championnat de Ligue 1 avec les victoires de Feuthieu et Astre cet après-midi. Le leader Coton Sport de Gara contraint au partage des points avec Union de Douala. Le point complet des rencontres de cette 23e journée du championnat de Ligue 1 avec notre reporter Aimé Moukoko depuis Limbe. Le Feuthieu FC de Diko Bandjoun arrache 3 précieux points pour remonter au classement grâce à Franklin Guéa à la reprise du match contre Yaoundé 2 formations au stade Sénagès de Tian. 1-0 fin de la partie et pendant ce temps, Coton et Union se neutralisaient au stade privé de Garoua, 0 but partout. Union freine Coton dans son élan et le maintient à 8 points du peloton. À Limbe par contre, Unisport tombe sur un os dur des Astres de Douala qui n'en finissaient plus de perdre des matchs. Sanjon ouvre le score, puis Ngosso fait le break pour le 2-0 final. C'est mauvais dans la maison, parce qu'on avait vraiment l'obligation de prendre ces 3 points cet après-midi et nous n'avons pas pu. Nous allons travailler pour aborder le match de dimanche prochain. Très bonne équipe qui joue bien au ballon, vraiment on a ce fait aujourd'hui, mais aujourd'hui dans la match est tombée sur une équipe qui sortait de 5 défaites d'affilée et qui avait à cœur de gagner ce match. La fin de la partie s'est échauffée avec quelques supporters qui s'en prennent verbalement aux arbitres, mais il aurait fallu l'intervention de la police pour remettre tout dans l'ordre. Cette 23e journée entamée hier nous a offert déjà les duels chocs entre Bamboutos et Eding qui se partagent les points. Bamboutos qui tient bon au classement, Eding lui, le champion à titre, qui a du mal à sortir la tête de l'eau. Nous avons été joué de malchance. Vous voyez, par rapport aux 2 matchs passés, aujourd'hui nous manquons encore près de 6 joueurs. Donc 5 malades et 1 suspendu à 3 cartons. Donc ça n'a jamais été facile pour nous. Comme résultat complet, le duel des oiseaux entre l'Aigle et la Colombe se sort de 1 but partout. Match nul aussi du côté du Mbankomo où le Dragon et Yon Sport se sont vus ravir la vedette par un invité surprise, Samuel Eto'o, qui a vécu la rencontre. Le classement quant à lui reste idem sur le podium avec Coton, UMS et Yon Sport, respectivement 48, 40 et 36 points. Feuthieu remonte à la 4e place avec 34 points devant Union de Douala et Bamboutos de Bouddha, pendant que dans le bas du classement, la défaite de Yaoundé 2 formations le maintient avant-dernier, encadré par la Colombe et l'Aigle Royal de la Menois.
À suivre ce soir sur ces mêmes antennes et toujours en sport, Welcome to Russia, votre programme en prélude à la Coupe du Monde de Russie 2018, à retrouver tous les jours à 21h15 sur ces antennes et ce jusqu'au 13 juin 2018. Toutes les informations et analyses autour de cette compétition, c'est à suivre donc à 21h15. Voilà pour l'essentiel de l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. À demain, 19h50.